il a toujours été dans le top 5, comme on le disait tout à l'heure. Il est troisième, enfin McLaren est troisième au championnat du monde des constructeurs, donc on n'a pas besoin d'être alarmiste. Néanmoins, c'est difficile d'avoir le moral haut, comme l'expliquait Loïc. Comment on peut redresser la barre chez McLaren et être vraiment plus dans le coup vis-à-vis de Mercedes et de Ferrari? Clairement, il y a une relation différente cette année entre écurie et manufacturier, constructeur de moteurs. Plusieurs fois et de manière assez presque violente en début d'année, McLaren a pointé du doigt le manque d'informations qu'elle recevait de Mercedes. Je pense qu'en coulisses, il y a même eu un petit recadrage entre Mercedes motoriste et son écurie cliente McLaren. Ça s'est apaisé ensuite, mais à nouveau, Andrea Stella, le patron de l'écurie, revient à la charge ces derniers temps en disant clairement cette année, être une écurie cliente en termes de moteur est un des avantages. Oui, en termes d'intégration, en termes de compréhension, en termes de développement des systèmes, ils ne peuvent pas être au même niveau qu'une écurie qui construit son propre moteur et avant tout pour elle-même. Et puis il y a cette situation d'une McLaren qui n'est ni complètement mauvaise ni complètement bonne. Elle est dans un entre-deux. On pourrait presque parler de ventre mou, qui n'est pas une situation très très confortable. Tous les sujets sont à améliorer. À la fois aucun n'est véritablement dramatiquement mauvais. Et puis il y a un champion du monde qu'on a presque oublié, j'allais dire. On n'a pas oublié qu'il est champion du monde, Lando Norris, mais on n'en parle plus. La saveur et l'énergie, la vague sur laquelle pourrait surfer un champion du monde, elle s'est déjà un peu écrasée sur les rochers. Oui, merci Julien. Manon, on va vous retrouver parce qu'on parle du moral bas, compliqué pour ce champion du monde en titre. Alors on n'imagine pas celui de Fernando Alonso. Oui, difficile aussi pour Fernando Alonso qui ne compte qu'un seul point inscrit cette saison. Il a même aussi malheureusement subi 4 abandons en 7 courses cette année. À Barcelone, petit événement pour lui, c'est la première fois en 42 courses qu'il s'est fait battre par son coéquipier Lance Stroll en qualification. Ça a remonté la dernière fois à Silverstone en 2024. Fernando Alonso qui est déjà assis dans sa monoplace, qui regarde ses écrans avant de s'élancer. La période, elle est difficile pour lui dans cette Aston Martin en souffrance. Et hier, il a évoqué ouvertement qu'il se posait des questions sur son avenir. No, I don't need Mike to tell me that I'm fast. I feel it every weekend, every time I jump in the car, and I've been feeling that way for the last 25 years. I want to compete. I love competing. I love driving. So I will not stop now. It doesn't mean that I will keep going in Formula One. There are many series in motorsport that they are appealing, and Formula One with the current regs is not the same fun as it used to be. So that's maybe the only question that I need to ask myself. You know, if the current Formula One is worth, the time driving and the tight schedule that we are in. But sure, when I stop Formula One, I see myself with Qu'est-ce qu'il a encore, ce papy? Il croit au projet Aston Martin, Papy Alonso. Ouais. Tu penses vraiment ce que tu dis, Papy? Est-ce que tu crois vraiment à ce projet? Ou c'est pour faire bien à la presse? Moi, je pense que c'est pour faire bien. Hein. Salut Seb. Je crois qu'il est obligé de dire ça, sinon il va se faire taper dessus quoi. Pro projet Aston Martin, 3 secondes de tour. Hein. Oui, j'espère bien, il va retrouver le chemin. Je sais qu'il est très attiré par les stands de bretzel et autres saucisses autrichiennes qui se trouvent juste. Salut Régie. Qui envoient du coup la cabine. Régie ou Régis? Bortoletto, Hülkenberg, les pilotes Audi, les premiers en piste en cette fin d'après-midi, 17h, presque 30 degrés dans l'air ici, un peu moins de 50 jours. Le papa de Vettel, Oh, Vettel, qu'est-ce qu'il fout là lui? Ce week-end, et il est plus là ton fils hein? Dans lequel son fils a terminé sa carrière en Il y a le père Vettel qui est là, non mais alors là... Peut-être Sébastien est-il présent lui aussi ce week-end, en tout cas, papa Vettel est là. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il faut aller là sans son fils? Adam, qui doit lui aussi être présent, il va pouvoir prendre la piste étonnant ça. Assez rapidement sur la première séance d'essai au Sony. Il avait malheureusement dû attendre un long moment avant de pouvoir s'élancer. Lance Stroll, lui, est bien celui, est-ce que
Fernando Alonso sera toujours coéquipier l'année prochaine. Je ne trahis pas un grand secret en disant que Lance Stroll a un ami particulièrement fidèle dans le paddock. C'est Esteban. Il irait bien à faire équipe avec Esteban. Pourquoi pas un jour voir ses côtés chez Aston Martin si jamais la place. Ah bah là, ça serait bien, ouais. Par contre, Esteban serait le dernier. Hein. Il serait forcément choisi, mais il est, puisqu'on parle d'Esteban Ocon, sur la liste de plusieurs écuries, à commencer par As, l'écurie dans laquelle il pilote. Ouais, mais il est pas chez Mercedes. Dans les petits papiers également d'Aston Martin, selon nos dernières indiscrétions. Un commentaire, Louis Gouin? Et vous avez ramené des bretzels. Écoutez, quand on était en bas au stand de frites, justement, je discutais avec un Autrichien avec qui Helmut disait que potentiellement oui. Esteban. Non. Donc je me suis pas arrêté hein, pour manger quelque chose. Je suis ravi d'être en cabine. Il fait Rien ne le frais prouve ici. puisque vous n'êtes pas filmé à l'heure actuelle. Et concernant Esteban, moi, ce qui est sûr, c'est que c'est un très gros travailleur qui a une très bonne expérience et qui peut potentiellement aider une équipe. Voilà, après, je pense qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de son cas, même si pour le moment, il y a peu de choses qui doivent se passer en règle générale avant l'été. De toute façon, on laisse tout le monde s'exprimer, que ce soit les équipes ou les pilotes, du mieux possible. Et puis, on fait une petite analyse pendant l'été. Je n'ai pas de puissance. Alexander Albon rappelé au garage. Ouais, il est quand même ressorti Verstappen au final. Hein. Les Mercedes qui n'ont pas été épargnés. Non, elles ont pas le nouveau moteur normalement. Pas encore. Hein. Les changements qui ont été effectués sur les moteurs chez Mercedes, les deux pilotes titulaires Antonelli et Russell ont changé de moteur. Pour Ocon, il y a beaucoup de rumeurs. Moi je pense qu'au final il va rien se passer de spécial dans les transferts et on s'excite pour rien avec au final ça se trouve Verstappen va rester chez Red Bull, Alonso va rester chez Aston. Il va rien se passer en fait, très concrètement. Hein. On sait qu'il y a clairement un déficit face au Mercedes. Alors un mec qui se fait peut-être un tout petit peu moins ressentir lorsqu'il fait très chaud. Quand il fait frais, ça, on le sait que la Mercedes est une voiture très performante, mais dans des conditions très chaudes, voilà, on a semblé voir les Ferrari peut-être un tout petit peu moins pénalisés à ce niveau-là, même si le déficit est présent. Gardons en tête également les conditions atmosphériques et altimétriques, puisque ce tracé du Red Bull Ring se trouve à 700 mètres d'altitude. Ce ne sont pas de hauts sommets, mais bien altitude et dans l'air est moins dense, environ 7,5%, 8% moins dense qu'au niveau de la mer. Et ça oblige bien les turbos à tourner plus vite, leur rotation est plus importante pour alimenter en air, pour gaver en air le moteur de manière identique à ce que l'on ferait si le circuit était au niveau de la mer. Donc les turbos sont plus sollicités, chauffent plus et doivent tourner à plus haute vitesse. Ça nécessite plus d'énergie, plus de consommation d'énergie au sein de la monoplace, en sachant que il n'y a plus le MGU cette année pour aider en cela et qu'il faut s'aider des autres systèmes à bord de la monoplace. Lando Norris, meilleur temps provisoire en 1.8.000, chiffre rond. On rappellera que le meilleur temps réalisé lors de la première séance. Ouais, après Domino. 1.7.787, ça approche très vite. Ça se trouve, ça serait juste un échange de place en fait entre Colapinto et Alonso par exemple, tu vois. Colapinto rejoindrait Aston et Alonso chez Alpine à la limite. C'est tout quoi en fait. Je sais pas. Non, le domino qui pourrait être plus grand, c'est Verstappen. Si Verstappen se barre de chez Red Bull, là par contre, gros effet domino. Mais Aston, Alonso, pas sûr qu'il y ait un gros domino pour le coup. À voir. Assez important en fait où il y a eu peu de roulage. Du coup, peut-être qu'on va avoir un planning un petit peu différent par rapport à ce qu'on peut connaître en règle générale. On rappellera que chez Ferrari, Dino Beganovic était dans la monoplace de Charles Leclerc lors de la FP1 et qu'il testait un package low. Qu'est-ce qu'il a à se plaindre celui-ci? Très mal installé, Max.
de manière aussi différente? Bah, bonne question, il irait où, ouais. En endurance. On sait, tout est épuré en fait dans ces monoplaces. Très mal installé ce Max. Et il y a simplement une petite. Il n'a pas son fauteuil de simulateur, il est pas content là. Qui est faite pour le pilote. Alors on va peut-être rajouter un petit peu de mousse ici et là, vraiment pour le confort, mais on fait le minimum possible. Et peut-être que l'installation de cette coque n'a pas été parfaitement mise. En tout cas, les deux McLaren qui commencent sur un rythme assez bon cette deuxième séance d'essai. On avait vu aussi ce matin énormément de blocage de frein pour tout le monde et beaucoup de pilotes aussi qui se plaignaient du comportement sur les freins des voitures. Donc on va voir s'il y a toujours aussi autant de pilotes qui vont se plaindre cet après-midi. La piste s'est un petit peu gommée, il y a eu des qualifications de la F3, de la F2, donc on a pu travailler aussi au niveau des setups, ça devrait aller un petit peu mieux. Sergio Pérez qui prend la piste un tout petit peu après la plupart de ses camarades. Changement de boîtier électronique sur la voiture, vous l'avez vu, il s'est arrêté en piste en toute fin de séance tout à l'heure. Alors, quelque chose dans l'habitacle de Valtteri Bottas qui bute contre son épaule. Contre son coude, pardon. Alors des fois on peut aussi, je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans la voiture, mais on peut avoir aussi des petits patchs justement à l'intérieur de la coque. Oui. Parce qu'on est tellement à l'étroit en fait que lorsque le pilote va tourner, en fait le coude va partir un petit peu sur l'extérieur et des fois il vient frotter à l'intérieur de la coque. Donc on peut avoir un petit peu de mousse. Et Sergio Pérez qui rencontre encore sûrement des problèmes comme ce matin où il avait pas mal de problèmes de software avec des coupures. Et d'ailleurs il a provoqué un drapeau rouge à la fin de la séance. Là, c'est drapeau jaune sur le circuit parce qu'il est arrêté à nouveau. Pérez est arrêté avant le virage 6. À l'entrée du virage 6. Alors, il s'est mis très justement hors trajectoire et même hors piste. Virtual safety car. Double drapeau jaune sur le circuit. Ça n'a pas cessé durant la FP1 au point de devoir s'arrêter à quelques minutes du drapeau à damier tout à l'heure, provoquant un drapeau rouge. Et ça recommence. Des coupures alors qu'ils ont changé le boîtier électronique sur la voiture du Mexicain. Ouais, Pérez marche mal cette voiture là. Il y a quand même beaucoup de décalage et donc ça veut dire qu'on n'a pas trouvé de soucis. Et là pour chercher tout ça. Bon, au moins il est pas au milieu de la piste cette fois. Du temps et c'est très difficile à fixer comme souci. Après, on peut aussi avoir des capteurs qui se mettent en sécurité. Ouais, là, Max Verstappen, il n'en peut plus. Je rentre, il faut changer, sortir mon siège parce que ce n'est pas possible, c'est complètement fou. Ça, c'est typiquement le genre de détails qui n'en sont pas finalement des détails, qui exaspèrent les pilotes. Max Verstappen en tout premier lieu. Une mauvaise installation dans une voiture de course. Quelle qu'elle soit, un monoplace ou autre, c'est vraiment quelque chose qui ne doit pas arriver. Alors vous avez vu, il était sous virtual safety car, donc en fait il manageait sa vitesse et par contre dans la voie d'entrée des stands, il a pu avoir un rythme beaucoup plus élevé. Là il va rentrer. Dès que la ligne est passée. Ça passe au bon moment, ça se passe au bon moment quelque part parce que là en course, en piste, il se passe pas grand chose. Salut à toi. Pour les ingénieurs, pour calibrer au mieux vos vitesses et vos secteurs sous virtual safety car, mais ça on pourra le faire avec Isaac Hadjar. Et puis là, à ce moment-là, il peut rentrer au stand, fixer son baquet et repartir un peu plus tard. Il est finito, Max. Vous avez vu effectivement Max Verstappen accélérer dans l'entrée de la voie des stands. Il se trouve qu'une ligne à cet endroit qu'on appelle la ligne safety car 1. Il existe une autre ligne à la sortie de la voie des stands qui s'appelle la ligne de safety car 2, qui permet notamment quand deux voitures arrivent, l'une des stands, l'autre de la piste sous régime de safety car, de savoir qui a la priorité et qui doit se ranger derrière qui. En tout cas, à l'entrée des stands, cette ligne de safety car permet, une fois passé, aux pilotes d'accélérer jusqu'à la ligne radar d'entrée de voie des stands. Et ce qu'on pourrait voir en course, du coup, c'est toutes les voitures sous safety car qui se suivent. Vous avez bien sûr interdiction de dépasser. Et si un pilote souhaite rentrer
sous safety car dans la pit lane. Là, il aurait le droit, à partir du passage de la ligne safety car 1, en fait, de doubler, enfin de prendre un rythme plus important et de doubler et de rentrer dans la voie des stands. Non seulement il en a le droit, mais il en a le devoir d'aller le plus vite possible après jusqu'à la ligne d'entrée des stands. Les commissaires qui vont donc évacuer la monoplace de Sergio Pérez. Bien malheureux parce qu'en plus avec toutes les nouveautés, on rappelle que l'équipe américaine a déclaré 10 nouvelles pièces sur sa voiture. C'est l'équipe qui en apporte le plus ici. Eh bien ils ont bien besoin évidemment de kilométrage alloué pendant les essais libres. Et maintenant eh bien c'est du temps perdu, c'est de la compréhension en moins. Max Verstappen donc descendu, reste casqué. Vous voyez, voilà, donc là on va voir la coque carbone. Ça c'est le siège moulé sur mesure. Avec un petit peu de mousse pour un peu de confort au niveau de la colonne vertébrale. La petite pipette qui raccorde le casque au système d'eau embarqué à bord de la voiture. Lindblad qui va enfin pouvoir monter dans sa voiture et prendre la piste. Peut-être aperçu l'appui-tête de Lindblad dont on voit le bleu au fond de l'écran. C'est la couleur de mousse imposée selon les températures. Il y a une mousse bleue ou rose selon les températures. Sur la Ferrari de Lewis Hamilton, on peut voir aussi ces nouveaux rétroviseurs, vous voyez, qui viennent se rattacher au ponton. Ça, c'est quelque chose de nouveau ce week-end. Qui est un élément aéro qu'on utilise aussi pour le flux d'air. Le rétro, bien sûr, est un élément de sécurité. Mais en Formule 1, il est très peu. Et tu as lu que Russell serait toujours chez Mercedes en 2027. J'en ai parlé sur ma propre chaîne. Encore un qui suit pas ce que je fais en live du coup. Ça fait toujours plaisir. Mais oui, les rumeurs, on pense que effectivement, il va re-signer. Peut-être pour Silverstone du coup. Circuit à domicile. L'élévation aussi, ça monte, ça descend, on essaie d'optimiser pour faire le moins de temps possible. C'est pas forcément un mauvais test pour les équipes en prévision d'un virtual safety car en course. Cédric Vasseur et toute l'équipe Ferrari qui apporte donc ce week-end une évolution. Et oui, c'est dur à dire pour l'instant. Peut-être que Ferrari bluffe comme à Barcelone, on va voir. Ils ont peut-être de l'essence, tu vois. J'espère, parce que c'est long. Hein. De référence, la FIA a semble-t-il confirmé à Red Bull que son moteur, le Red Bull Powertrain, était bien le moteur référence. Alors, ils ont trop bien travaillé, dis donc. Est-ce que Mercedes, qui était dominant en début d'année, oui. On va dire que c'est impossible en fait de cacher des choses à la FIA parce qu'il y a des capteurs sur les voitures, il y a des données bien sûr, ils prennent le maximum d'informations, mais est-ce que Mercedes, en étant si dominant, a réussi du coup à cacher un petit peu son jeu au niveau de sa motorisation pour garder un avantage en prévision de cette modification technique? On peut au moins se poser la question et vous avez raison de vous la poser, Loïc, effectivement. Ça me paraît gros quand même. FIA qui a rappelé ça serait grave. Responsable des monoplaces. Ça veut dire que la FIA a merdé encore une fois, quoi. La manière dont ils avaient procédé à justement à la mesure pour que les moteurs soient mesurés donc de la meilleure des manières possibles avec des capteurs de couple placés entre le moteur et la boîte de vitesse notamment. Et ils ont utilisé bien au maximum les données à leur disposition sur les 5 premiers Grands Prix de la saison pour établir, grâce à ce paramètre et d'autres aussi bien sûr, la hiérarchie chez les motoristes. Et donc Red Bull Powertrain, moteur de référence, le moteur Mercedes à un peu plus de 2%, on n'a pas les chiffres exacts, mais à un peu plus de 2% du moteur Red Bull, ce qui permettra à Mercedes d'apporter, quand elle le souhaitera, une évolution cette année et une évolution l'année prochaine. Et puis au-delà de la tranche 2 à 4%, dans la tranche 4 à 6%, on retrouve Ferrari, Audi, Honda, qui vont pouvoir déployer deux évolutions. Mais c'est Audi qui a dû faire une très belle voiture quand même, parce qu'ils ont un vrai déficit au niveau moteur pour le moment. Oui. Et ils font, pour leur arrivée en Formule 1, un très beau début de saison. C'est reparti, fin de la Virtual Safety Car et donc
les pilotes ont la liberté maintenant Concernant. de déployer toute la puissance et toute leur vitesse. Alors cette sortie du virage 3 où il faut faire attention au niveau de la motricité parce que ça remonte beaucoup, on a souvent l'arrière qui se délaisse beaucoup et c'est un virage, on verra dans le week-end, il y a des pilotes qui viennent prendre la corde, il y en a d'autres justement qui font exprès d'éviter cette corde pour avoir un peu moins cette marche en fait à l'entrée et moins délester l'arrière, donc voilà il y a plusieurs trajectoires possibles dans ce virage numéro 3. Vous voyez le peu d'ouverture sur le capot moteur de la Red Bull. Vous voyez ces petites ouïes. Il y en a une plus grande devant, c'est vrai. Mais globalement, sur le capot moteur, et ça fait partie des nouvelles pièces, les pontons, les formes si on m'entend, arrête un peu de dire n'importe quoi, une fois de plus. Et comparé à d'autres Zanto, insupportable. La Mercedes, il y a des nombres d'ouïes d'ouverture sur les pontons de la Mercedes. Ceux de Red Bull sont surprenamment fermés. C'est un avantage aérodynamique de pouvoir fermer au maximum ces pontons. Après, le capot moteur de Mercedes a vraiment été, sur la partie arrière, autour de l'échappement, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus étroit que ce qu'on pouvait avoir par le passé. On parle d'évacuation de chaleur, la chaleur du moteur et de ses composants, différents composants, l'évacuation de la chaleur des freins également, la découverte à Barcelone. Tu vas être banni une fois de plus, Zanto, banni à vie de tout Internet. Tu n'auras plus Internet, tu ne pourras plus rien faire. C'est tout. On te retire le droit d'être sur Internet. Et donc une gestion des températures dans cette zone de frein. Bien fait pour toi. Bien meilleur. Est-ce que cela a contribué au succès de Ferrari par la victoire de Lewis Hamilton à Barcelone? En tout cas, la gestion des pneumatiques arrière et de leur température a été un point particulièrement soigné et maîtrisé par la Scuderia. On est sur un circuit ici, Loïc Duval, où ce sont les pneumatiques arrière qui vont limiter la performance. On est donc sur du rear limited. Ce sont par les pneumatiques arrière que les performances vont finir par être... Il est perturbé tout court, je crois. Il va falloir gérer ces températures à la fois en surface, mais à la fois à l'intérieur de la carcasse aussi. On voit très bien le rythme qu'on peut avoir en course, le gap par rapport à ce qu'on fait en qualification. Donc on a vraiment des rythmes qui sont beaucoup plus longs. Et bien sûr, les pilotes... Ça va mettre plus d'évo, mais il y a quand même un budget de cap à respecter. Donc tu peux pas faire des évos illimités quand même. Ferrari cache son jeu en quali, ce sera P1 Ham, P2 Leclerc. Waouh, toi t'es trop optimiste, je crois quand même. Moi je suis peut-être pas assez, mais toi t'es vraiment très optimiste. Pour toi, Ferrari va gagner toutes les courses qui restent en fait. On est limite à ça quoi. On a vu le début de tour encore une fois, très lent, la sortie du dernier virage de George Russell pour attaquer son tour rapide. Et la gestion de la puissance électrique, on n'en a pas encore parlé. Les informations de la FIA donnent sur ce circuit 8 mégajoules de puissance à déployer sans le mode de dépassement, 8,5 donc pour ceux qui auront, les pilotes qui auront ce mode de dépassement en course, et en qualification ce sera à 6 mégajoules. Donc la différence est de 2 mégajoules, c'est une différence importante, mais encore une fois pour permettre aux équipes de s'exprimer au maximum et de ne pas avoir trop de stratagèmes de récupération en piste et limitant leur performance, et bien c'est ça. La FIA a descendu à 6 mégajoules la performance en mode t'as eu de la chance à Barcelone, c'est tout. T'as fait une prédiction, c'est tombé juste, t'as eu de la chance. Maintenant, je pense pas que ça arrive à nouveau sur toutes les courses du moins. Ils vont peut-être en gagner d'autres, je dis pas, mais... je sais pas, l'Autriche quand même, ça me paraît... Silverstone, je dis pas peut-être, à la limite. L'Autriche, je sais pas quand même. Je serais très étonné qu'ils gagnent l'Autriche. Après avoir... C'est un peu moins vite que pouvoir déployer plus d'énergie. Dernier secteur record pour George Russell en 20.6, presque 20.7. Mais les deux premiers secteurs un petit peu moins rapides que Lando Norris, qui lui octroie pour l'instant la 4e position. Quelques explications peut-être apportées à Sergio Pérez par ses ingénieurs et ses mécaniciens. C'était large et bien rattrapé de la part de Franco Colapinto. Les pneus arrière dans les graviers. Ouais, un petit peu de sous-virage, on est sur un gauche rapide.
On vous parlait de la punition d'aller au-delà des limites de piste. Vous l'avez trouvé directement, cette punition avec les bacs. Ce qui se passe, c'est que vous venez caler votre roue en fait dans le gravier. La voiture s'affaisse un tout petit peu et vous venez bottomer. Donc on vient taper en fait au niveau de la planche. Et là, c'est sûr que c'est très problématique pour le pilote. Il n'y a plus aucune sensation. Cadillac qui nous confirme immédiatement que ce sont les mêmes soucis qui ont touché Sergio Pérez il y a quelques minutes que lors de la FP1. C'est dur d'aller chercher les points de corde pour Lewis Hamilton. Le drapeau jaune. Au moment où il passe la ligne, c'est Lando Norris qui est dans l'échappatoire au virage 3. Et là, qui cherche à ne pas enclencher la marche arrière. Donc il a fait une petite manœuvre. Norris avec le meilleur temps provisoire, mais donc petite visite hors piste. On va revoir cela. Petit blocage de frein. Non. À l'arrière, blocage des arrières en fin de freinage, Loïc. Oui, sur la fin des freins, blocage des arrières. Voilà, il a amené le train avant et puis vous voyez au moment où ça remonte un petit peu, là, tac, il a perdu l'arrière. Il escalade en marche arrière les vibreurs et la saucisse jaune au sol. C'est un virage, bon, ça paraît pas comme ça. Ça décolle un peu. C'est un virage qui est vraiment hyper technique. Ouais, il faut voir pour les turbos, peut-être ça peut être un avantage. J'espère qu'il bluffe parce que pour l'instant c'est pas terrible. Donc on est vraiment sur un virage qui est très très technique et très compliqué à maîtriser. D'autant qu'il faut réussir à bien gérer la sortie de ce virage et donc à ne pas faire tomber trop bas la vitesse minimale au milieu parce que la reprise d'accélération peut être très compliquée. Le patinage présent, et il faut quand même gérer toute cette motricité. Il y a une grosse phase de ligne droite derrière jusqu'au 4, donc beaucoup de vitesse à prendre et une mauvaise sortie du virage 3, vous la payez jusqu'au frein du virage 4. Le voici, ce virage 4, très en descente, très très pentu. Toujours difficile d'aller chercher la corde, là, on garde mi-piste. Une voiture qui semble plutôt bien équilibrée par rapport à la Ferrari, ce qu'on a vu tout à l'heure, Lewis Hamilton qui était un petit peu large. Alors il y a deux possibilités quand on est plus large. Est-ce qu'il a du sous-virage milieu ou est-ce qu'en fait il a du sur-virage en entrée, ce qui fait qu'il n'arrive pas à rentrer en fait être incisif sur le premier angle de braquage. Lindblad et Lawson qui viennent de boucler un tour rapide en pneumatique médium. Lindblad qui se place juste devant Lawson, mais sans avoir roulé en FP1. Lawson réussit rapidement à se mettre dans le bain. C'est plutôt une bonne chose pour le Néo-Zélandais. Différence minime dans chacun des secteurs. Avantage secteur 1 pour Lawson. Secteur 1, c'est 2 lignes droites, un virage, le premier. Il y a des écarts au centième de seconde entre les équipiers Racing Bulls. Et là, ça va peut-être survirer un petit peu à la reprise de gaz, vous voyez, légèrement, parce qu'on a ce train avant en fait qui se délaisse un petit peu. Vous reprenez les gaz et quand le grid revient, l'arrière a tendance à partir un peu. Très beau passage dans les rapides. Déploiement total de la batterie avant ces deux derniers virages. Un peu de récupération au virage numéro 9 et au 10 pour pouvoir se jeter avec un peu de puissance et de la spi offerte effectivement par Isaac Hadjar. Et au passage de la ligne, George Russell améliore son chrono en 1:08.221. Kimi Antonelli, record du premier secteur, 16.7 pardon. Vous entendez un petit peu la récupération d'énergie. Charles, voilà, qui doit trouver le rythme, il ne l'a pas roulé ce matin. Au régime sur le rapport inférieur entre les virages 9 et 10.
Et sur la ligne, c'est un modeste, on va dire pour l'instant, 5e temps pour Charles Leclerc à 3 dixièmes de Lando Norris. Antonelli pour le meilleur temps, c'est fait, une 7,657. L'amélioration franche avec 3 dixièmes et demi d'amélioration pour l'Italien. Isaac Hadjar qui se plaignait ce matin de l'équilibre très précaire de sa monoplace et qui prend la 8e position provisoire. Chaque fois que Lando dit qu'ils sont derrière les Merco et Ferrari, ils finissent devant. À chaque fois, t'es sûr de ça? Pas sûr, moi. C'est beaucoup du rebond de la voiture ce matin sur les passages de vibreur et sur les freinages. Par contre, il y a eu un rythme assez bon avec les pneus tendres. Là, avec les pneus médiums, dans le deuxième secteur, c'est un peu plus compliqué sur Sourcy. Max Verstappen sur ce tracé qu'il affectionne tout particulièrement. Il y compte 5 pole positions et 5 victoires, 4 dans le cadre du Grand Prix d'Autriche, une pole position et une victoire dans le cadre du Grand Prix de Styrie disputé en 2021 dans la période Covid que l'on a connue à l'époque. Ouh là, ça fume maintenant et ça touche surtout le plancher. Regardez comme le plancher de Bottas frotte au sol. Oh mais les Cadillacs c'est une cata quoi. Leur Zevo c'est complètement foiré quoi. Là, on est plus dans un problème de montage selon vous Loïc, là, pour que ça frotte à ce point-là. Alors la voiture est basse, il ne semble pas avoir de problème de suspension, donc peut-être quelque chose en effet avec la planche, le fond plat. Mais là il faut vraiment rentrer doucement parce que vu le frottement ça peut vite prendre feu en fait. Fumée, étincelle, le fond plat qui touche. Alors si c'est une erreur de montage, là c'est quand même problématique chez Cadillac d'avoir deux voitures. Le même souci 2 fois sur la voiture de Pérez, là potentiellement un autre problème. À mon avis, la direction technique et des mécaniciens doit avoir une petite réunion ce soir parce que ça fait beaucoup de soucis pour une équipe comme ça, en plus qui apporte autant de nouveautés, ils ont besoin de rouler. Ouais, Valtteri Bottas qui pointe du doigt depuis plusieurs Grands Prix déjà des soucis justement de montage des monoplaces, quelques soucis de fonctionnement. Bon, après, c'est la F1 qui exige un soin absolu justement dans l'assemblage des monoplaces qui, selon Valtteri Bottas, peut être grandement encore amélioré. On ne sait pas exactement ce qui s'est produit. Est-ce que c'est après un passage au large sur des vibreurs un petit peu difficile, mais il réussit à rejoindre la voie des stands. Il va aller tout au bout de cette pit lane, immobiliser sa monoplace, certainement attendue avec des mécaniciens équipés d'extincteurs. En effet, le niveau opérationnel des équipes, c'est quelque chose de majeur, au-delà de la performance pure de la voiture et des pilotes. On a besoin de faire tout juste. Est-ce qu'on va réussir à avoir... Ouais. Un petit coup d'extincteur sur la planche. Parce que là, elle est à un niveau de... Ouais. Alors, on a toujours, vous voyez, cette tige, hein, donc on dirait qu'on a toujours ce qu'on appelle le titret, enfin, qui supporte en fait le fond plat à la coque. Donc ça n'a pas l'air d'avoir cassé. Ou est-ce qu'il y a un affaissement ailleurs, peut-être au niveau des suspensions, qui amène la voiture à se retrouver ça, je pense que le pilote l'aurait ressenti par contre dans le comportement de la voiture. Bon, en tout cas, il y a du travail à nouveau à effectuer maintenant sur les deux Cadillac, celle de Pérez comme celle de Valtteri Bottas. On est à mi-séance maintenant, une demi-heure encore à couvrir. Quatre moteurs Mercedes aux 4 premières positions. On a apporté ici des versions modifiées des batteries. Antonelli et Russell l'ont sur leur monoplace, mais pas du côté de Lando Norris qui atteint déjà son quota maximum après les différentes péripéties.
qu'il a connu depuis le début de la saison sur cet élément spécifique, et s'il venait à changer là d'élément en batterie, eh bien il serait pénalisé de 10 places sur la grille. Alors, est-ce qu'on imagine passer du pneu soft, du pneu tendre dans certaines équipes? On voit quand même quelques voitures utiliser le tendre, ou est-ce qu'on travaille quand même un petit peu sur la performance pure afin d'optimiser? Mais là, voilà, on voit la McLaren de Piastri avec les pneus tendres. C'est assez rare. On est plutôt sur un circuit en course, voire du pneu médium, voire du pneu dur. Donc, c'est rare de voir en fait des équipes travailler avec le pneu tendre en deuxième séance d'essai. Et la plupart des équipes vont tenter de garder à minima 4 trains de pneus tendres pour les qualifications demain, mais on est là dans un mode préparation qualif, parce qu'en course, sauf certaines circonstances exceptionnelles où les pilotes rentreraient à quelques tours de l'arrivée, le pneu tendre ne devrait pas être le pneu le plus choisi, le plus largement Sacré Fernando. par les équipes. Car au vu des fortes températures, Elles sont à 4 secondes les Aston, hein. Putain c'est dur hein. Oh là là. le pneumatique médium et le pneumatique dur vont l'un et l'autre beaucoup mieux trouver leur place en course sur les 71 tours à boucler ici. On rappelle que le tracé est très court, hein, 4 km 3, d'où ce grand nombre de tours à parcourir. La McLaren qui a réussi à prendre l'intérieur par contre dans cet enchaînement rapide. Il a moins sous-viré que... Très joli chrono dans le deuxième secteur d'Oscar Piastri en 30 secondes, 30-0. Est-ce qu'il y arrive ici également? C'est incisif. Vous entendez hein, le passage sur les vibreurs, des vibreurs qui sont vraiment très durs hein, pour les voitures ici. Allez, la gomme tendre qui permet à Oscar Piastri ce 1.7 251, amélioration là aussi marquée entre gomme tendre et gomme médium, 4 dixièmes de progression. On a Lewis Hamilton aussi là qui est en pneu tendre. Pareil, est-ce qu'il arrive à prendre la corde lui, vous voyez ici? Eh oui, il y arrive avec le pneu tendre. Peut-être un meilleur train avant avec le pneu tendre par rapport au pneu médium. 1 dixième et demi de retard après les deux premiers secteurs. Assez spectaculaire quand même ce passage à la corde du dernier virage, et sur la ligne 1.7.611 pour Lewis Hamilton, à un peu plus de 3 dixièmes et demi du temps précédemment effectué par Oscar Piastri. Ils ont trouvé un petit peu de rythme quand même par rapport à ce matin. Et oui, le circuit fait 1.07, ils sont à plus de 4 secondes, c'est abusé quoi. Alors peut-être que demain ce sera mieux, mais quand même, enfin, c'est violent. Que les médiums ce matin. Ça bouge beaucoup sur la reprise des gaz du virage 4. Lando Norris qui descend sous les 30 secondes dans le deuxième secteur, 29,9. Cette véritable marche à franchir au virage 10. Et sur la ligne, ce sera le deuxième temps pour Norris, 1.7.339, moins d'un dixième derrière Oscar Piastri. Évidemment, on a de comparer au chrono des McLaren, ceux des Mercedes. Tour de sortie des stands pour George Russell qui passe à la gomme tendre lui aussi. Antonelli, pareil. Et donc les Mercedes un peu après leurs camarades de chez McLaren et de chez Ferrari qui vont se chargé avec les pneus tendres d'aller tenter de récupérer le meilleur chrono. Antonelli le fait dans le premier secteur. Exactement. 16 secondes 7. Très gros premier secteur. On a vu Ah, Spa, ils sont censés avoir des évos, donc ça ira peut-être mieux. Ils seront peut-être 4-3 secondes. Non, c'est calé. On part dans le double gauche, enchaînement rapide. On prend les gaz très très tôt. La Mercedes qui était très forte hein, ce matin dans le dernier secteur. Eh oui, une nouvelle fois. Ah oui, oui, oui. Mais c'est serré. Par contre, effectivement, l'avantage est pas démesuré. 42 millièmes d'avance sur Piastri.
Est-ce que Russell va être capable de réitérer ou c'était un peu large? Difficile, oui. Il était compliqué, il en a beaucoup demandé à sa monoplace dans le 9 et en sortie du 10, il est large aussi, George Russell. Ça lui coûte très cher ces 2 derniers virages. Pour l'instant, George Russell qui doit se contenter d'un 5e temps, mais on va ainsi décrire que les 2 derniers virages ont coûté particulièrement cher. Alors qu'il était le plus fort ce matin dans les 2 derniers virages, voilà. Des fois il faut trouver la limite aussi, alors on en met un petit peu trop et puis on réajuste. Est-ce que Charles va être capable avec le manque de roulage de ce matin, et on sait la perte de confiance qu'il a eu un petit peu, c'était beaucoup mieux à Barcelone, d'être dans un bon rythme tout de suite. Sur son premier tour vraiment poussé, peut-être un petit peu gêné par la Williams dans le dernier virage, un petit peu déventé. Une 7.8 à 2 dixièmes de Lewis Hamilton. Il te rappelle Hamilton, ouais, peut-être. Il y a un air. Hülkenberg, vous voyez les voitures qui réagissent beaucoup sur les vibreurs, les passages de vibreurs. On a des voitures qui sont très rigides ici. Travaillent beaucoup sur l'aéro. Pas trop de place au grip mécanique. Et plus votre voiture est rigide, mieux l'aéro fonctionne, puisqu'on a une stabilité quand même au niveau de la voiture. Voilà, Colapinto sur la reprise de gaz à la sortie du dernier virage. Elles sont vives, réactives les monoplaces. Lawson, 7e chrono. Probablement fini pour Bottas. On va tout démonter. La FIA est là pour prendre quelques photos du contrôleur technique de l'instance fédérale. Sauf qu'Anthony Hudson ne sera pas champion la 2e année. Ça sera qui le champion du coup? Hamilton. Ses pneus sont particulièrement sales. Je pense qu'il a dû partir à la faute. Ouais. Il y a eu pas mal de blocages ce matin. Ouais, gros blocage à l'avant droit. Ça c'est très frustrant pour le pilote. Parce que c'est qu'une histoire de sensation, de sensibilité. Et donc des fois quand on a des blocages comme ça, on comprend pas pourquoi, c'est frustrant. Lando Norris sur un 2e tour avec ses pneus Nantes qui améliore son premier secteur. La McLaren qui est très forte dans le 2e secteur. Tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Que la Mercedes, pardon. La Mercedes est très forte, secteur 1, secteur 3. Qu'est-ce que j'aime voir Russell autant en galère. Ouais, l'intérêt est pas trop vite, George. Il est génial, la voiture devant, vous voyez. Très juste. Et gros survirage là. On sent à nouveau, et c'est la philosophie de ces voitures 2026, qu'elles sont très fines et très réactives cette année. Vous voyez, pourtant on parle de y avoir 150 mètres entre les voitures, mais c'est sûr que là il perd un petit peu d'adhérence aéro. C'est pour ça qu'en règle générale, les équipes, lorsqu'on part en qualification ou sur un tour rapide, on demande toujours entre 3 et 4 secondes au pilote avec la voiture qui le précède pour être sûr de ne pas avoir de perturbation. Kimi Antonelli qui va repartir pour un tour rapide. Vous allez voir, on est sur un début de tour, ça va être très très lent en fait. Très lent. Et maintenant on met à fond. Sur les freins, il va venir finir sur la banane jaune pour caler sa voiture à la sortie du virage 1. On ouvre l'aileron arrière une nouvelle fois. Il va venir freiner très tard, rentrer avec beaucoup de vitesse pour passer cette bosse. Une amélioration, nouvelle amélioration, Kimi Antonelli sur sa propre marque, 16.6.
Vous avez vu, il est venu se caler une nouvelle fois virage 3 sur la banane jaune. Vraiment, on vient caler la voiture dessus pour reprendre les gaz. Ça aide à motricer. Toujours pas trop de survirage ici à la sortie de ce virage 4. Elle est saine dans son comportement, cette Mercedes. Voyons ce qu'apporte au chronomètre le deuxième secteur. C'est une amélioration personnelle en 30-0. Tout proche du record en 29-9 détenu par Lando Norris. Ça rentre à une vitesse. De la stabilité. Et un chrono amélioré. Une 7-0-14. Il repousse Oscar Piastri à un peu plus de dixième. Oh, Didier, il aime bien Russell. Faut pas le critiquer, Georges. Arrêtez avec Georges. Ça, c'est impressionnant. C'est pour finir en D9. Arrête, c'est pas toutes les courses non plus qu'ils abandonnent. Abuse pas. Oh là là. Ce sera la 4e place pour lui. Une 7-564. Amélioration constante sur l'ensemble de son tour. Avec là aussi, on le rappelle, beaucoup d'éléments à étudier sur la Red Bull ce week-end. Beaucoup de nouvelles pièces apportées ici. Gros package d'évolution. C'est vraiment nul ce circuit. Pourquoi tu dis ça? Parce que ton max est nul. C'est pour ça. Le chrono face à son équipier. Alors il n'y a pas grand chose. Là, il y a un premier secteur qui a été vraiment mauvais. Pour le moment, il n'a pas tout mis dans l'ordre. Tout à l'heure, il a fait une grosse erreur dans le dernier secteur. Là, le premier secteur qui est pas bon. Mais quand même, le rythme de Russell, il est loin de Kimi Antonelli. Oui, lui qui avait retrouvé à Barcelone de bonnes sensations, une façon de faire plus simple en se concentrant sur lui-même, sur ses sensations. On l'avait senti un petit peu plus détaché des enjeux et du stress à Barcelone, mais là, si le chronomètre n'est pas en sa faveur, ça risque de le tendre à nouveau quelque peu, George Russell. Ce ne sont que des essais libres pour l'instant, bien sûr, mais avantage après d'un quart d'heure de la fin de la séance à Kimi Antonelli pour l'instant. À des écarts qui sont assez proches de ce qu'on a pu voir en FP1. Peut-être la Mercedes d'Antonelli, il a fait un tour un petit peu plus rapide. Mais sinon, on a à peu près les mêmes voitures avec les mêmes pilotes. En même temps, tu me parles de domination de Mercedes, c'est 2014-2017, c'était leurs meilleures années. Donc, je suis pas sûr qu'ils écrasent tout le monde, encore une fois, cette année. Leclerc qui va interrompre sa tentative, rentrer au stand alors qu'il venait d'améliorer ses deux premiers secteurs. Ils ont suffisamment d'éléments, préférant rappeler donc... Max n'a jamais été bon, c'est juste la voiture. Oh là là. Oh là là. L'Alpine. Débat délicat. Alors après, les ingénieurs ont les éléments. Ça, c'est vraiment la différence entre le côté ingénierie, ordinateur et le côté humain. L'ingénieur a les éléments, on peut faire ça. Après, pour le pilote, c'est toujours bien de le faire, en fait, de le réaliser et d'avoir vraiment ce ressenti jusqu'au bout. Do you see? This is the story of turn 3 today. Like, what was that again? Ouais, c'est vraiment l'histoire de notre virage 3 aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. Vous voyez encore une fois, et un petit peu à l'image de Norris tout à l'heure, c'est fin de freinage que l'arrière décroche. Complètement. Ça peut être aussi la piste. Ouais, alors Verstappen lui pointe du doigt à la corde du virage 3, la chute brutale du régime moteur, que ce soit sur un tour d'attaque ou non, il y a d'un seul coup cette perte de régime.
Alors après, mauvaise réponse selon vous, Loïc, du moteur, mauvaise réaction. Je pense qu'il faut faire attention aussi et d'analyser la concurrence pour ne pas forcément partir à l'erreur en termes de setup en se disant le problème c'est le virage 3. Si tout le monde a ce souci-là, c'est aussi potentiellement la piste à cet endroit-là qui est un peu différente par rapport au reste du tracé. On est revenu en médium, donc là je pense que pour beaucoup d'équipes on va repartir maintenant sur des longs relais. Bon, après chacun a ses préférences, hein. Les gens ont le droit de pas aimer Russell, pas aimer Verstappen, pas aimer Hamilton, pas aimer Alonso. C'est comme ça. On peut pas aimer tout le monde, hein. Voilà. Pour moi aussi de vous annoncer un match extrêmement important, je sais que vous l'attendez toutes et tous, c'est cette rencontre au sommet pour ce qui sera la finale du top 14 demain soir à vivre sur Génial. Qui remportera le bouclier de Brennus, Toulouse, le tenant du titre. On attend ça avec impatience. Qui affronte au Stade de France Montpellier. Affiche magnifique à vivre demain soir, 21h sur Canal+, la grande finale du top 14. Et puis dimanche, vous retrouvez un documentaire magnifique, Objectif Brennus, la quête du titre dans un documentaire que vous découvrirez à 21h05 dimanche sur Canal+. La quête du titre, l'Objectif Brennus, week-end rugby et finale de top 14 sur Canal, bien évidemment. Lors de la FP1 tout à l'heure, Ferrari les gens qui n'aiment pas Hamilton sont juste des cons, des rageux. Wow, c'est un peu extrême comme avis quand même. L'étude d'un package faible appui pour des circuits comme Spa-Francorchamps ou encore Monza. Et on avait d'ailleurs retiré derrière l'échappement sur la voiture de Leclerc. Et je comprends que voilà, Hamilton il plaise pas à tout le monde non plus, hein. Il a un style particulier, un peu bling bling. Je comprends que voilà, ça plaise pas à tout le monde non plus. C'est pas parce que c'est des cons, des rageux, je pense que voilà. Chacun a son opinion là-dessus, hein. Chacun a ses préférences. Ferrari qui a déjà étudié lors des essais libres 1 sur une de ses voitures une sortie d'échappement sans cette petite ailette. Il se plaint de trop de sous-virages, Lewis Hamilton. Oui, avec le pneumatique médium, on a forcément... Ce sont des gens très bien. Avec le pneumatique médium, on a une voiture qui est un peu moins incisive sur le premier... Des gens très respectables. Tendre tout de suite, il va réagir un petit peu plus fort, donc ça vous permet de positionner un peu mieux la voiture. Et puis la gomme aussi est un petit peu différente en fonction du fonctionnement des températures. Donc là, il y a un peu trop de sous-virages. Ce qui est souvent le problème ici dans les virages rapides. Et par contre, on dégrade beaucoup sur la reprise des gaz à la sortie du virage 3 et à la sortie du virage 4. On dégrade beaucoup le train arrière. Vous évoquiez les pneumatiques à l'instant, Loïc Duval. La préparation des pneumatiques, on parle là évidemment de la séance de qualification que l'on vivra demain sur Canal+ Sport à partir de 15h40. Les qualifications de ce Grand Prix d'Autriche. Les écuries qui, ce week-end, sont autorisées sur les tours de sortie à utiliser plus de puissance. On parlait de la puissance électrique tout à l'heure qui serait limitée à 6 mégajoules sur les tours de qualification, mais les tours de préparation, les tours de sortie de stand seront eux autorisés à 8,5 mégajoules, ce qui va permettre aux écuries, en utilisant plus de puissance énergétique, de préparer plus fortement les pneumatiques, parce que plus de puissance, c'est plus de charge, plus de vitesse atteinte, plus de charge sur les pneus, et donc une possibilité pour les équipes de bien préparer leurs pneumatiques en vue du tour qualif. Je salue l'ingénieur qui a relevé cette information dans les documents de la FIA. Et évidemment, ça compte au sein des écuries de pouvoir exploiter une quantité de puissance supérieure avant que le tour qualif, lui, soit limité à 6 mégajoules. Les 10 dernières minutes de cette séance qui vont conforter Kimi Antonelli, leader du championnat du monde, vont le rassurer également. Vous évoquiez, et vous le connaissez bien, Kimi Antonelli, et vous connaissez bien l'écurie Mercedes, Loïc Duval, est venu longuement préparer son arrivée en Formule 1 durant l'année 2024.
en vue d'arriver en tant que titulaire en 2025, eh bien, beaucoup de séances ont été organisées, une vingtaine, je crois, hein, Loïc, de séances. Énormément de séances. Alors, il a été très très bien préparé, ça c'est certain. Il est talentueux, il est très fort, mais il a eu aussi un groupe autour de lui qui l'a très bien préparé. Et il y a eu beaucoup de roulage ici en Autriche. Donc, c'est un circuit vraiment où il a fait beaucoup de tours au volant d'une F1. Alors, pas les mêmes que maintenant, mais en tout cas, ses repères, la visualisation, les vitesses de passage, c'est sûr que c'est un tracé qu'il connaît parfaitement et qu'il affectionne aussi parfaitement. Et encore un petit peu de sûr, hein, la sortie du dernier virage pour Verstappen. Alors, voilà, lovely lag. Donc en fait, entre le moment où il prend les gaz, logiquement, la puissance, elle est instantanée, on le ressent tout de suite. Et là, il reprend la pédale de gaz, en fait, il demande de la puissance et il y a un délai. Et donc c'est ce qu'on appelle le lag. Donc il y a un délai et donc ça c'est très perturbant pour le pilote parce que vous attendez à avoir de la puissance et ça vient pas tout de suite. Et quand ça vient, en fait, c'est trop tard. Donc quand vous êtes tout seul dans la voiture, et ben, vous essayez de vous adapter. C'est très probable. Et les gars, vous enflammez trop. Hein. Vous avez vu le retard qu'il a sur le leader? 40 points quand même. Hein. Si encore on était sûr que la Ferrari serait la meilleure voiture jusqu'à la fin de l'année, je dirais pourquoi pas, peut-être. Mais on est sûr de rien là. Prenons les courses les unes après les autres déjà. Et après on voit quoi. Cette saison, ils ont des difficultés pour être au poids minimum. Et comme on est sur un week-end très très chaud en fait en termes de sécurité. Ah, j'ai coupé la clim, ça fait du bien. Putain, le son, j'en peux plus avec le ventilo. De refroidissement. Mais arrête de dire il cache son jeu. Je suis pas sûr moi. Oh. Demain, s'il se qualifie P5 à 3 dixièmes du leader, tu vas dire quoi? Mais il cache son jeu, Tib. Les gars. D'ailleurs, le nouveau package aérodynamique apporté ce week-end a aussi pour vocation de réduire le poids et d'être au poids minimum. Ah, et il a perdu un élément de carrosserie. Ouais, niveau fond plat, je pense. Si encore, il se bouffait des points avec des Mercedes. Mais Anthony domine Russell, donc il n'y a même pas ce truc-là de se bouffer des points, quoi. Ce qu'elle peut provoquer comme dégâts. C'est un vrai souci parce qu'en plus vous arrivez souvent, c'est des vibreurs extérieurs bien souvent et donc vous arrivez complètement chargé avec votre voiture, vous voyez complètement soit sur le train avant, soit sur le train arrière, mais vraiment chargé et vous venez taper dans ces vibreurs qui sont assez violents, assez durs et on a vu par le passé des ailerons avant qui cassaient, des fonds plats très abîmés, donc c'est vraiment hyper problématique ici et c'est assez typique de ce tracé en Autriche. Et on continue à tester, on a vu à l'arrière de la voiture, vous voyez ce feu clignotant, c'est l'information pour les pilotes au niveau de la récupération d'énergie, il y a différentes couleurs, ça a été travaillé déjà à Barcelone je crois, c'est pour amener des nouveautés et donc on les essaye en séance d'essai. Étude de la dégradation maintenant des pneumatiques sur un rythme course pour Isaac Hadjar et ses différents pilotes en piste. Ils le sont tous sauf les Cadillacs. Je vais avoir besoin que cette voiture me donne de la puissance. C'est entre les deux, autopilote, je dirais. Ce que dit Isaac Hadjar à la radio. Je pense que le troisième naissance est fait sur le dictateur. Non, je pense pas. Je pense pas spécialement. Si les évolutions de la Red Bull fonctionnent, ça va encore relancer le championnat. Ouais, bah pour l'instant, les évolutions de la Red Bull, c'est pas trop ça. Hein. Le L2 à Barcelone, Hamilton était 12ème. Oui, bah écoute... on verra bien. Par contre, je te préviens, dimanche, s'il finit 4ème à 30 secondes de retard, je vais te tomber dessus, quoi. Je vais te tomber dessus, toi. T'as intérêt de te planquer, hein. Si, il est Ferrari. Bah, tu vois le classement. Tu sais pas lire.
plus tôt. 5 et 8 pour l'instant. Mais selon certains, il cache l'enjeu. On a des voitures J'attends de voir. avec plein d'essence, les pneumatiques médium, la récupération d'énergie. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui diffèrent par rapport à avant. Et la dégradation du pneu avec la montée en température. Non, parce que Verstappen, il est quand même devant Radjar. Hein. Je pense pas qu'il sous-performe pour le coup. Il fait ce qu'il a, hein, donc voilà. Il n'y a rien à dire de spécial sur sa vitesse, je pense, personnelle. Pour une simulation course. Allez, il passera devant en virage 3. Ça va être le point un peu crucial, hein, ce virage 3 pour les dépassements. Moyen. Sur je crois moyennement en E. De la puissance et sur je pense quand même que Mercedes va être devant. Enfin, au moins en ton avis, quoi. En tout cas, au virage suivant en 4, clairement, les écuries. Après, on peut toujours avoir des surprises demain. Hein, voilà. D'un côté, je préfère qu'ils bluffent que qu'ils montrent des performances premier et deuxième en EL1 et 2, et derrière faire 4 et 5 en qualif, quoi. Je préfère à la limite ça, oui, qu'ils bluffent. On va voir. Ça patine encore en troisième rapport. Vous voyez là, on voit les LED hein, pour les changements de rapport. On a pu voir qu'à la sortie du virage 4, il a vraiment anticipé son passage en fait, de rapport pour être sûr de ne pas emmener trop en régime et de ne pas trop taper dans le pneumatique arrière. Oui. Ah bah ça c'est très mal mis. On est en direct dans le casque de Charles Leclerc. Jusque là, McLaren est plus menaçant, oui, c'est sûr. Et je pense que c'est le problème de la Ferrari, on l'avait vu un peu plus tôt avec Lewis Hamilton. Premier vendredi, 8ème du dimanche. Waouh, 8ème carrément quoi. Waouh. La fermeture de l'élan arrière qui arrive tardivement, c'est clair, mais un certain temps avant de raccrocher complètement sur l'élan arrière et de faire bénéficier de l'appui nécessaire. Est-ce que c'est cette fermeture un peu tardive qui amène à cette situation? C'est ce que vous pensez, Loïc? Oui, je pense qu'il était un peu tard là, sur la fermeture de l'élan et le temps que ça se stabilise. Voilà, il avait déjà commencé le mouvement de rentrer dans la courbe avec l'angle volant et c'est sûr que ça bouge. Vous voyez là, c'est beaucoup plus tôt par rapport à tout à l'heure. Oui, bien sûr. Jusqu'en 2030, ça sera Mercedes et Ferrari. Mais toi, tu t'enflammes trop, c'est incroyable de s'enflammer comme ça. Le mec, il part trop loin, quoi. Dans ses convictions, ouais. What the fuck? Comment tu peux prédire que jusqu'en 2030, il n'y aura que deux équipes qui se battent pour le titre? C'est complètement surréaliste de prédire ça comme ça, quoi. Qui est allé aussi de son passage au large en cette toute fin de séance. C'est compliqué hein, pour ça, là aussi. On voit quand même beaucoup d'erreurs. Vitesse d'approche un peu trop élevée au vu de ce que les pneus peuvent aussi encore fournir à ce moment de la séance. Les tout derniers instants, les dernières secondes avant le... Il y a des rumeurs pour 2028, peut-être qu'il enverrait chez McLaren à la place de Piastri. Je sais pas trop ce que ça vaut comme rumeur, mais bon. Il ferait l'équipe avec son ami Lando? Oh, ça serait magnifique, ça. Ça serait Rosberg Hamilton chez McLaren. Solide Kimi Antonelli au moment où le chrono touche à son terme.
Et cette FP2 qui va s'achever donc avec le meilleur temps répété après celui signé en FP1. Meilleur temps en FP2 également pour l'Italien. Une 7.014. On a fait tomber les chronos de près de 8 dixièmes par rapport à la séance de midi. Beaucoup de nouveautés qui avaient été apportées. Passionnant, Arcaden. Quelle anecdote croustillante. Une piste qui se grille beaucoup. Max Lando chez McLaren serait explosif pour le championnat. Ouais, entre nous, bon, Norris il va se faire éclater. Hein. Peut-être pas au début, mais au bout d'un tiers de saison, il va se faire laminer, rouler dessus quoi. Si ça arrive, je donne pas cher de sa peau. Hein. Pour être honnête, peut-être pas au début parce qu'il faudrait qu'il s'adapte à la voiture, aux ingénieurs et tout, Verstappen, mais. En plus, ce serait une voiture orange, quoi. Comme sa couleur de pays. Ah, si, moi je pense. Peut-être un petit peu trop masqué, donc voilà, c'est ce qu'on va apporter aussi. Ce qui aide pas la température du pneumatique, bien sûr, parce qu'il y a quand même énormément de chaleur qui vient des freins. Et puis sur un niveau comportement aussi, où en tant que pilote, vous sentez que la pédale est un peu longue. Le meilleur ingé de l'histoire de l'F1, Alonso champion, c'est sûr. Ouais, t'as un troll, toi, c'est pas possible. J'espère que tu trolls et que t'es pas premier degré, hein, parce que c'est grave sinon. Hein. C'est très très grave. Hein. La folie là. Hein. On est chez les fous en fait. En attendant, le meilleur ingé de l'histoire de la F1, il a raté sa voiture. Il a raté son Aston Martin. Il n'y a pas que le moteur qui est raté. Pareil pour Liam Lawson, il sent que ça chauffe au niveau des freins. Et donc, oui, pour les procédures de départ, on part 2 par 2. Pas mal de patinage sur l'Alpine, également sur la Haas. Ah, ok, tu trolls. Je préfère ça. Interdiction de bouger de sa position une fois que vous êtes immobilisé. Ne pas donner l'impression à une voiture derrière que vous avez fait votre départ, alors que vous changeriez les Ah ouais, bah elle plane. Mission 33, elle plane. Les fans d'Alonso en PLS, hein, depuis des années et des années. Voilà. Ils y ont cru en 2023, il y avait un petit espoir. Des podiums et tout. Et c'est vite retombé. Hein. Quels sont les points de repère de freinage à ce moment-là, même si bien sûr il y aura un peu plus de trafic, mais si vous partez devant, voilà, avoir votre référence, parce que vous n'arrivez jamais à cette vitesse-là logiquement au virage numéro 1, donc avoir son point de repère au freinage pour le premier tour. 3 éléments majeurs hein, sur ces départs, l'impulsion bien sûr, la possibilité de s'arracher de la grille plus ou moins efficacement. On sait que Mercedes continue de progresser dans ce domaine, d'autres ont encore des progrès à effectuer. Ils s'arrachent de la grille les pilotes. Le premier virage et l'aspect entonnoir de celui-ci, et puis la cavalcade jusqu'au virage 3. Elle plane 2027, Gucci F1 Team Mercedes. Yes, c'est la bonne cette fois pour Fernando. C'est sûr, il va y arriver. Gagné à la sortie du virage numéro 1, ce sera un rendez-vous au deuxième ou en l'occurrence au troisième virage. Kimi Antonelli reste invaincu dans cette première journée sur ce tracé du Red Bull Ring. Il devance cette fois-ci Oscar Piastri et Lando Norris, les deux pilotes McLaren à 2 et 3 dixièmes. Max Verstappen au 4e rang devant les Britanniques Lewis Hamilton chez Ferrari, George Russell, le coéquipier d'Antonelli à 6 dixièmes. Isaac Hadjar est 7e, Charles Leclerc 8e, Liam Lawson et Gabriel Bortoleto dans le top 10 avec leur Racing Bull et leur Audi. Deuxième partie du classement dans laquelle on retrouve Pierre Gasly 11e, Arvid Lindblad et Oli Berman 12e et 13e devant Nico Hülkenberg, 15e temps d'Esteban Ocon devant Franco Colapinto, les deux Williams d'Albon et de Sainz, les deux Aston Martin de Fernando Alonso et de Lance Stroll, ainsi que les deux Cadillac de Valtteri Bottas et Sergio Pérez qui ferment la marche.
Merci beaucoup Julien, merci Loïc. Vous restez avec nous pour ce petit débrief, quelques minutes ensemble avant de terminer cette première journée ici au Red Bull Ring à Spielberg. Débrief avec encore le meilleur temps de la Mercedes de Kimi Antonelli et un George Russell un peu plus loin, quand même à 6 dixièmes, un peu plus de 6 dixièmes. Les McLaren qui se sont rapprochés, 2 dixièmes pour Oscar Piastri, Lando Norris est 3e. Voilà, vous venez de voir tout ça, mais les écarts sont quand même assez importants sur un tracé où les temps autour sont les plus rapides de la saison. Donc voilà, on va suivre tout ça bien sûr avec la suite demain, avec la 3e et dernière séance d'essais libres, parce qu'il y a beaucoup d'évolutions aussi à mettre en place. Un petit mot d'abord sur ce meilleur temps encore de Kimi Antonelli. On confirme là en cette fin de journée ici. Extrêmement solide, Kimi Antonelli tout de suite. Oui, il faut attendre demain après-midi pour les qualifs. En FP2 et visuellement. Je trouve que c'est un peu chiant les week-ends sur 3 jours de F1 en fait. Sur 2 jours, ça serait beaucoup mieux. Tu mets les essais 1 et 2 le samedi. Au pire, tu fais une grosse unique séance de 3 heures le matin. Et tu fous les qualifs l'après-midi en fait. Samedi après-midi. Comme ça pourrait faire plus de double leader, de triple leader. Éventuellement. Voire des sprints, du coup. Davantage de sprints. Ils étaient tous les deux sur le podium l'an passé. Une McLaren qui est à l'aise là, en tout cas sur ce Red Bull Ring, messieurs. Oui, c'est vrai, le doublé McLaren ici même l'an dernier, ils étaient précautionneux. Je maintiens que 3 séances d'essai dans le week-end, c'est trop. C'est beaucoup trop. 2, ça suffirait en vrai. Plutôt bien. N'oublions pas qu'on a quitté Lando Norris à Barcelone il y a 15 jours sur une belle performance et avec un beau rythme affiché pendant le Grand Prix. Et pour l'instant, effectivement, la part belle au moteur Mercedes. Attention toujours à la fiabilité de même. Peut-être, ouais. Ambiance, sale ambiance chez Aston. En même temps, on peut comprendre qu'il gueule, vu les résultats pourris, ça doit l'énerver. Le mec a dépensé des milliards dans le projet. Si les résultats suivent pas, bon, on peut comprendre l'énervement de la personne. Très bon. Du Grand Prix de Monaco, ça s'appelle Backstage. C'est Lucien Gasparac avec la caméra de Juliette Ponce qui vous y emmène. En voici un extrait. Ouais, bon, allez, extrait de Backstage, très bien. Et je vous dis à demain pour la Formule 1. Ce soir, un petit live foot sur Team News, chaîne YouTube. Sinon, si ça intéresse des gens.